Mes amis, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes fan de films d'horreur? Attention, je ne parle pas de films gore ou de comédies d'horreur. Je parle des films qui parlent, par exemple, de possession démoniaque. Eh bien, si vous aimez, cette vidéo, elle est faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui semble totalement inventée, mais qui, en fait, est bel et bien réelle. D'ailleurs, si vous aimez les films du genre, vous avez sûrement vu The Conjuring, The Devil Made Me Do It. C'est le troisième de la saga Conjuring qui est sorti en 2021. Et d'ailleurs, petite anecdote, ça a été, je crois, ma première OP sur YouTube. Donc, ma première intégration commerciale dans une vidéo, c'était Warner Bros qui m'avait contacté. J'avais inventé une histoire inspirée de l'environnement du film et je l'avais raconté un petit peu comme un thread d'horreur sur la chaîne, je vous mets le lien en description. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que derrière ce film, il y a une histoire bel et bien réelle. Par exemple, Arne Cheyenne Johnson a réellement existé et surtout, qu'au moment de son procès, sa défense, donc ses avocats, ils ont réellement voulu plaider la possession démoniaque. Et ça, c'est la première fois que ça s'est passé dans l'histoire. Si vous aimez les histoires qui dépassent la fiction, aujourd'hui je vous emmène avec moi et on va découvrir l'histoire d'un garçon de 19 ans qui est un habitant du Connecticut aux États-Unis et dont la vie a basculé du jour au lendemain. Nous sommes en 1980 dans une petite ville tranquille du Connecticut, Brookfield. Ici, le taux de criminalité, il est de 0. C'est ce genre de petite ville qui donne une bonne vibe avec de jolies pelouses, tous les voisins qui se saluent. C'est vraiment la ville parfaite pour y vivre. D'ailleurs, c'est dans cette ville que la famille Glatzel décide d'emménager. Il y a les parents, 3 frères nommés Alan, Carl et David, la grande sœur, Debbie. Le plus important à retenir sur ces informations, c'est que Debbie est une adolescente de 18 ans à l'époque des faits et qu'elle sort avec un garçon du nom de Arne Johnson. J'aimerais aussi que vous reteniez que David Glatzel c'est le cadet parce qu'il est âgé à ce moment-là de 11 ans. Et d'ailleurs, c'est David qui nous intéresse le plus dans l'histoire parce que dès les premiers jours dans sa nouvelle maison, lui, il change radicalement. Il passe d'un petit garçon qui est toujours souriant à un garçon qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il confie par exemple à ses parents qu'il voit un vieil homme dans la maison et cet homme, il ressemble à une bête selon lui. Évidemment, les parents se disent que l'imagination d'un garçon de 11 ans peut parfois être un petit peu, spécial. Mais David, lui de son côté, il est sûr et certain de ce qu'il voit. Et d'ailleurs, il n'hésite même pas à en parler à Debbie. Il lui assure que ce n'est pas un fantôme qu'il voit, mais bel et bien un homme vivant, enfin, un humain quoi. Il lui dit également que l'homme, il est assez bizarre, il est assez effrayant. Apparemment, il a les yeux noirs et il est habillé comme s'il sortait du siècle dernier. Et quand Debbie s'intéresse un peu plus à cette histoire, son petit frère, il lui dit que l'homme le menace, qu'il le réveille la nuit, qu'il le pousse et qu'il lui chuchote des choses dans l'oreille. Et ce, pas que la nuit, même la journée. Debbie, elle essaie d'abord de le rassurer comme elle le peut, comme le ferait une grande sœur. Mais plus les jours passent, plus elle s'inquiète. Parce que en quelques semaines, David, il devient complètement méconnaissable. Il a des crises de convulsions, il hurle dès qu'on le touche, il se débat tout le temps. Et c'est tellement particulier, ça a tellement changé radicalement que les parents, eux, ils se sentent complètement dépassés. C'est un fameux jour où Debbie va venir avec une idée, elle va en parler à ses parents, elle va leur dire mais peut-être que tout ça, c'est lié à cette histoire d'homme qu'il voit la nuit. Et même la journée, parce que comme il me l'a dit, il ne le voit pas que pendant la nuit quand il fait noir, mais également en plein jour. À ce moment-là, la mère de la famille, qui est complètement à court de solutions et surtout qui est très croyante, fait appel à un prêtre, mais malheureusement, ça ne change rien. Parce qu'en gros, le prêtre, il essaye des choses, mais il dit surtout que c'est dû au changement de l'enfance à l'adolescence. Donc tout simplement que David est en train de grandir, d'évoluer, donc c'est normal que son comportement change un petit peu. D'ailleurs, là on a un autre démon qui est à la caméra, c'est pas le même genre, mais c'est tout comme. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce prêtre, il ne sert absolument à rien. Et surtout, le problème, c'est qu'il ne prend même pas le cas au sérieux. Pour lui, c'est juste de l'évolution, et voilà. Mais tout ça, ça devient bizarre, parce que au-delà de changer son comportement, David, il change même physiquement. Son teint devient vachement pâle, il ne se confie plus à personne, il mange très très peu, et c'est l'extrême opposé de avant. Et face à ces changements, Debbie et sa mère, elles sont sûres d'une chose. Il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer, pas que chez David, mais dans cette maison. Alors, en parlant de l'histoire de David à leur entourage, et surtout grâce au bouche à oreille, ils entendent parler de Ed et Lorraine Warren. Et c'est là que les fameux démonologues bien connus entrent en scène. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui chassent les démons, c'est pas moi qui l'ai inventé. Aux yeux de la famille Glatzel, c'est simple, ce couple, c'est le seul à pouvoir sauver le petit David. But the third morning, they're talking to the doll, and the arms of the doll are on the chair like this. Suddenly they went up and onto the table. Now this didn't frighten them. Ils ont enquêté sur plusieurs histoires paranormales, fait des exorcismes non officiels, donc ça veut tout simplement dire qu'ils n'étaient pas autorisés par le Vatican, mais ce qui les a poussés dans la lumière, c'est la célèbre affaire d'Amityville. D'ailleurs, je pense qu'un grand nombre d'entre vous la connaissez. C'est, pour résumer très simplement, une maison dans laquelle quelqu'un bute tout le monde, sous l'emprise d'un démon, mais je veux pas vous spoil, si jamais ça vous intéresse, il y a plein de séries, de films et de vidéos sur YouTube sur le sujet. Les Warren, ils sont tellement connus qu'ils font des conférences, des interviews, au point où les Glatzel se disent vraiment
ce sont les seuls à pouvoir sauver notre enfant. Debbie Glatzel et son petit ami, eux, ils ont déjà entendu parler des Warren, et c'est eux qui décident de les appeler et de leur expliquer le cas de David. Les Warren, après ce premier contact, ils ont été vraiment intrigués par son cas, au point où ils se rendent directement chez les Glatzel pour en savoir un petit peu plus. Dès qu'ils ont passé la porte, c'est vite vu, les Warren affirment qu'il se passe quelque chose de très sombre dans cette maison. Tout le monde était là, y compris Arn Johnson, donc le petit ami de Debbie, qui d'ailleurs à ce moment-là est très proche de David, parce que tout simplement il le prenait comme son propre petit frère. Lorraine Warren, c'est une médium, elle a immédiatement compris que les comportements de David n'avaient rien à voir avec le début de l'adolescence, ou d'une pseudo-transition entre l'enfance et l'adolescence, mais qu'il y avait bel et bien une présence on ne peut plus malveillante dans la maison. Dans les interviews disponibles sur internet, elle dit d'ailleurs que c'est une des choses les plus troublantes qu'elle a senties de toute sa vie d'enquêtrice paranormale. Donc c'est pour vous situer un petit peu face à l'ampleur de toute cette histoire. On n'est pas chez notre voisine Gisèle qui pense être devenue complètement folle. Là, selon les Warren, il s'agit de quelque chose qui va bien au-delà. Est-ce que c'est rassurant ? J'en ai pas vraiment l'impression. Lors de sa première rencontre avec David, Lorraine elle a tout de suite vu qu'il était possédé par une entité étrangère et particulièrement malveillante. Les faits se sont d'ailleurs confirmés lorsque David a proféré des paroles dans des langues complètement étrangères et parfois même inconnues. Ce jour-là, David entrait dans des états de transe jusqu'à 12 fois en 24 heures. Par exemple, il se tordait de douleur sans cause apparente et lors de ses courts et rares moments de lucidité, il affirmait que la bête, donc le vieil homme qu'il voyait, eh bien, il voulait le tuer. Mais ce qui a alarmé le couple, c'est que David parlait de choses personnelles concernant les Warren, alors qu'il ne les connaissait pas du tout. Par exemple, il décrivait avec précision leur maison alors qu'il n'y a jamais mis les pieds de sa vie. Et puis, il y avait surtout les bleus et griffures qui apparaissaient sur tout son corps. Ed Warren, lui, il a interrogé la famille. Il a noté des manifestations dans la maison, par exemple des coups dans les murs, des objets qui bougent et surtout une atmosphère glaciale. Et tous ces éléments, c'est ce qui a conduit Ed et Lorraine Warren à affirmer que le petit David était bel et bien possédé par une entité démoniaque. Bien évidemment, ils ont recommandé un exorcisme, mais il faut savoir que, encore aujourd'hui, c'est vraiment difficile d'obtenir un exorcisme par l'église catholique. C'est la raison pour laquelle en début de vidéo, je vous disais que les Warren avaient fait beaucoup d'exorcismes de façon non officielle, parce que c'est super dur de les obtenir. Mais en attendant la réponse de l'église, les Warren, ils ne se tournent pas les pouces, ils font des prières de délivrance et ils documentent tous les détails de ce qu'il se passait chez les Glatzel pour appuyer leur demande auprès du diocèse de Bridgeport. D'après ce que j'ai compris, c'est le mec qui dit oui ou non, je vous donne un exorcisme. Pour les prières, les Warren ont fait appel à un prêtre local, mais malgré ça, ils n'ont pas eu la chance d'avoir une réponse favorable pour l'exorcisme de la part de l'église. Pendant les séances de prière, David crachait et insultait les prêtres, il parlait des péchés des prêtres, donc des choses que personne d'autre à part les prêtres concernés connaissait. Et puis il y a aussi un truc, c'est qu'il récitait des versets de la Bible à l'envers, et ça a vraiment foutu les boules aux prêtres qui étaient présents. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il a décidé d'écourter les séances tellement il avait les boules. Mommy's here. Mommy's here. Come on, wake up. Come on. Get up. Come on, let's go. Get out of this. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Son, get up. Get away from my son. No! I'm your mother. David. David. Wake up. Get up. Oil. Get up, David. Use the holy Mommy oil. loves you. In Mommy the name loves of the you. Father and the Son and of the Holy Spirit. Les séances de prière, elles se sont succédées, jusqu'au moment où Arn Johnson a un petit peu vrillé. Lui, comme je vous ai dit, il voyait David comme son petit frère, il l'adorait vraiment, et le voir dans cet état, ça lui faisait vraiment beaucoup de mal. Au point qu'au bout d'un moment, il a attrapé David par les épaules et il a supplié le démon de le prendre à sa place et surtout de laisser David tranquille. Bien évidemment, les Warren ont immédiatement averti Arnie que c'était bien trop dangereux de faire ça, parce que selon eux, c'est perçu par le démon comme une invitation. C'est en mode, tu m'invites à venir chez toi, je viens. Arnie, il était tellement désespéré par la situation qu'il n'a pas écouté et il a continué de supplier le démon. À ce moment-là, Lorraine Warren, elle affirme avoir eu une vision instantanée. Et elle est sûre d'elle, il n'y a aucun doute, elle a vu une ombre noire quitter le corps de David et se tourner vers Arn. C'est ce qu'elle appelle plus communément un transfert de possession. Après cette séance particulièrement éprouvante dans laquelle il y a eu un transfert de possession, David, il a retrouvé son calme et il s'est endormi paisiblement pour la première fois depuis extrêmement longtemps. D'ailleurs, pendant plusieurs jours, il n'y a plus aucun signe étrange chez les Glatzel. Mais chez Arn, c'était une toute autre histoire. Très vite, c'est au tour du comportement d'Arn de changer. Lui, qui à la base était un garçon très simple, toujours là pour aider les autres et souriant, est devenu complètement impulsif et surtout très agité. Et parfois, ça lui arrivait même de devenir agressif sans aucune raison. Debbie, sa petite amie, donc la sœur de David, elle en est sûre. Tout ça, c'est à cause d'une seule et unique chose, ou plutôt de quelqu'un
du fameux démon. D'ailleurs, Arn, je sais même pas si ça se prononce Arn ou Arnie, vous m'excuserez, mais il affirme avoir vu les mêmes entités que David, notamment un homme, ou plutôt une bête à sabots fendus, qu'il décrit comme un vieux monsieur au visage complètement déformé. Ce monsieur, il a des yeux noirs et des longues griffes, et Arn, il raconte que l'entité le suit absolument partout. Apparemment, elle l'emmène carrément à travers les bois, elle lui parle à travers les murs de sa chambre, ou par exemple, elle le regarde à travers les miroirs. Par moments, ça lui arrive d'entrer dans un état second. C'est déjà arrivé qu'il se réveille par exemple dans un endroit sans savoir comment il a atterri là. Sa petite amie, Debbie, dépassée par le comportement de Arn, se tourne évidemment encore une fois vers les Warren. Arn, d'ailleurs, lui, il n'était pas très enthousiaste à l'idée d'aller les voir, parce qu'il refusait de croire qu'il était possédé, parce qu'il se pensait un petit peu trop fort pour pouvoir l'être. Il était vraiment certain de pouvoir résister, mais les Warren, eux, dès qu'ils l'ont vu la première fois, ils ont directement mis les points sur les i. Personne, et je dis bien personne, ne peut résister face à un démon. S'il veut te bouffer, il va te bouffer. Ils lui ont d'ailleurs dit que ce qu'il avait fait pour sauver David était très dangereux parce qu'il avait donné la permission au démon d'utiliser tout son corps. Bien évidemment, ils ont proposé à Arn de faire des séances de prière, mais étant donné qu'il est borné et qu'il est certain de ne pas être sous une influence démoniaque, il a tout simplement refusé. Le problème, c'est qu'il n'imaginait pas une seule seconde que ce refus allait lui mener la vie extrêmement dure. Bien que le calme soit revenu dans la maison des Glatzel, ce n'est pas le cas chez Arn Johnson. Et d'ailleurs, même ses voisins et ses amis en sont témoins, parce qu'ils le voient souvent parler tout seul, fixer le vide ou le néant, ou trembler comme s'il était mort de froid, ou plutôt comme s'il était en transe, on ne sait pas vraiment. D'ailleurs, lui qui est un travailleur acharné, toujours de bonne humeur au boulot, il commence à manquer plusieurs journées de travail. Il devient irritable dès qu'on lui parle de ce sujet, ou d'ailleurs de n'importe quel autre sujet. Et Debbie, de son côté, elle voit bien qu'il change. Mais vu qu'elle est amoureuse, elle décide de se mettre des œillères, d'être un petit peu aveugle. Et ça, j'ai envie de dire, c'est complètement normal. Comme son copain, Arn, elle refuse catégoriquement l'idée qu'il soit possédé, alors elle se dit tout simplement qu'il est épuisé par le travail. Mais à un moment, le couple Arn et Debbie sont bien forcés d'admettre qu'il se passe quelque chose. Parce que le détail troublant, c'est que Arn commence à parler du démon. C'est plus en mode j'entends des voix, etc., c'est qu'il parle de démon. Et ça devient bizarre. On est à peu près 3 mois après la dépossession de David, et à ce moment-là, tout recommence, mais avec Arn. Il dit que le démon est présent dans sa vie quotidienne, que ce n'est pas des hallucinations, qu'il le suit absolument où qu'il aille, mais surtout, il affirme qu'il le sent entrer en lui et que quelque chose gronde dans sa tête, et surtout, dans son ventre. Quelque chose d'invisible lui donnait des crampes atrocement douloureuses à l'estomac. C'est comme s'il avait perdu le contrôle de son corps et surtout de son âme. Dans les interviews disponibles sur internet, Arn explique qu'il avait l'impression de sentir quelque chose vouloir, entre guillemets, remonter en lui de son ventre jusqu'à son crâne. Il explique ça comme un bourdonnement, une pression dans le corps, quelque chose de difficile à identifier. Par contre, les Warren, eux, ils ont pris ça comme les signes avant-coureurs d'une possession absolument totale. Selon Debbie et sa famille, au même moment, elle trouvait que Arn devenait pâle, qu'il fixait le vide parfois pendant plusieurs minutes, et on avait beau lui parler, il réagissait pas. C'est comme s'il était complètement bloqué, complètement gelé face à quelque chose d'invisible. Et puis, il lui arrivait aussi parfois d'agir un petit peu de façon chelou. Par exemple, ça lui arrivait d'errer dans les bois des alentours. Il se réveillait en sueur après un cauchemar violent, ou par exemple, il parlait à quelqu'un, mais personne ne voyait à qui. Arn, au fur et à mesure des jours, il disait à sa petite amie qu'il se sentait vide, faible, et qu'il avait l'impression de se battre en permanence avec une chose qui est vraiment ancré en lui, et plus particulièrement dans son estomac qui ne connaissait plus que la douleur. Et d'ailleurs, tout ça s'explique parce que selon Lorraine Warren, c'est souvent par l'estomac que les entités elles entrent. Apparemment, l'estomac et le bas de la colonne sont des zones assez vulnérables par rapport au plan spirituel. Elle déclare aussi que concernant la pression qu'il ressentait au niveau du crâne, c'était dû au fait que le démon voulait absolument prendre possession des pensées et surtout des volontés de Arn. Et d'ailleurs, selon elle, il était à ça de réussir. Maintenant, mes amis, parlons d'Alan Bono. Alan Bono était un homme de 40 ans, originaire de Brooklyn, et c'est le directeur d'un centre canin à Brookfield, dans le Connecticut, la ville d'Arn Johnson et des Glatzel, celle dans laquelle ils ont emménagé au tout début de l'histoire. Quand Debbie Glatzel a emménagé toute seule dans son propre appartement quelques semaines après la dépossession de son petit frère, eh bien, ce mec, en fait, c'est devenu son propriétaire. D'ailleurs, c'est même plus que son propriétaire, c'est carrément son employeur, parce qu'il employait Debbie au centre canin qu'il dirigeait. Du coup, il connaissait aussi très bien Arn, mais ces deux-là, ils s'entendaient pas forcément très bien, ils avaient parfois des échanges tendus, surtout à cause de l'alcool. Faut dire qu'Alan Bono, lui, il était assez porté sur l'alcool, c'était pas un mauvais gars, mais par contre, il consommait beaucoup trop.
Nous voilà donc au 16 février 1980. La journée commence de manière plutôt banale pour tout le monde. Arn passe la journée avec sa fiancée et sa belle-sœur Wanda, et avec eux se trouve également Alan Bono. À la base, c'était une journée qui devait plutôt bien se passer, mais évidemment, Alan commence à boire de plus en plus et devient donc de plus en plus bavard, envahissant et même un petit peu imprévisible. Mais on peut dire qu'il reste tout de même d'une humeur bon enfant. Tout le monde passe du bon temps ensemble dans la ville, mais l'ambiance change radicalement lorsqu'ils regagnent tous l'appartement d'Alan. Alan, complètement arraché, il devient de plus en plus autoritaire, voire un petit peu vulgaire. Il élève la voix, il s'impatiente, et puis d'un coup, il saisit brutalement Debbie par le bras, et elle, évidemment, elle tente de se dégager sans y parvenir. Et Wanda, elle décrit l'acte comme pas seulement agressif, mais plutôt possessif, comme s'il avait envie de plus concernant Debbie. À ce moment-là, quand il lui chope le bras, Arn, il intervient immédiatement. Il est resté calme, même silencieux, mais à ce moment-là, il arrive dans la pièce avec une expression très étrange. Wanda, elle expliquera plus tard qu'il avait les yeux complètement vides et complètement éteints, comme s'il n'était plus lui-même. Debbie, elle dira de son côté qu'il avait l'air d'être complètement un autre homme. Arn, il s'approche d'Alan qui tient toujours Debbie. Il sort un couteau de sa poche, parce qu'il en a besoin pour son travail d'élagueur. Il se jette sur Alan et il le poignarde à plusieurs reprises, surtout au niveau du cœur, des poumons et de la rate. L'attaque est brève, mais d'une violence inouïe. Alan n'a pas le temps de se défendre, il s'écroule et il est grièvement blessé. Arn, toujours dans un état second, fuit les lieux à pied. Il erre, encore une fois, dans les bois environnants pendant plusieurs heures. Il est complètement désorienté quand la police lui met la main dessus. Il semble confus et comprend pas vraiment ce qu'il fait là, parce qu'il ne se souvient même pas de l'attaque. Il sait qu'il y a eu un truc grave, mais il n'en a aucune idée de quoi. Pendant ce temps, Alan, lui, il est transporté à l'hôpital dans un état critique, et malheureusement, les médecins ne peuvent absolument rien faire pour le sauver. Il meurt quelques heures plus tard, et il devient ainsi la première personne de l'histoire à être tuée dans la ville de Brookfield. Ce meurtre choquera évidemment la communauté, mais ce n'est que le début de l'affaire. Parce que dès le lendemain, Lorraine Warren et Ed Warren contactent les autorités pour leur indiquer qu'au moment des faits, Arn était sous l'emprise d'un démon. Lors de son arrestation, Arn ne tente pas de fuir ni de résister. Très rapidement, il est accusé, logiquement, de meurtre au premier degré. À ce stade, c'est vrai que l'affaire semble classique, une dispute, de l'alcool, un coup de colère, ou plutôt de jalousie, un coup de couteau et c'est fini. Mais les déclarations de la famille Glatzel vont rapidement transformer une enquête qui, à la base, est banale, en un cas surnaturel, pour le moins surprenant. Quelques heures à peine après le meurtre, les Warren prennent la parole publiquement. Ils en sont certains, Arn n'a pas agi de lui-même, mais sous l'influence d'un démon. D'ailleurs, il contacte également Martin Minella, l'avocat de la défense d'Arn, et celui-ci n'hésite pas. Il compte adopter une stratégie exceptionnelle, plaider non coupable pour cause de possession démoniaque. C'est une première dans l'histoire juridique américaine. Martin Minella s'inspire notamment des procès médiévaux, de dossiers du Vatican et envisage même de faire venir des exorcistes en tant que témoins experts. Il collabore étroitement avec les Warren pour constituer un dossier en béton. Il veut présenter plusieurs choses: les exorcismes de David, les changements de comportement d'Arn, les prophéties de David qui avait dit que quelque chose de très grave allait arriver, et bien sûr, il voulait terminer en beauté en parlant de l'invitation d'Arn au démon. Donc le fameux soir, lorsqu'il a dit au démon « Chopez-moi plutôt que David ». Mais vous vous en doutez bien, le juge Robert Callahan refuse catégoriquement cette défense. Il déclare que les phénomènes surnaturels ne sont pas vérifiables juridiquement dans un tribunal laïque. Il jugeait que les possessions démoniaques ne pouvaient tout simplement pas être prouvées à l'aide de moyens scientifiques, et qu'elles n'avaient d'ailleurs pas de base légale selon la loi du Connecticut, du droit américain en général, et donc que c'était complètement irrecevable. Résultat, qui est un petit peu logique, Martin Minella fut contraint d'abandonner cette ligne de défense. Il choisit alors une stratégie un petit peu plus classique, plaider l'homicide involontaire en insistant sur le manque de préméditation, l'état émotionnel d'Arn et surtout d'insister sur son absence d'antécédents judiciaires. Donc en gros de dire « à la base c'est un bon mec, là il a fait une erreur mais c'est pas grave ». En attente de son procès, Arn est placé dans une prison du Connecticut. Le procès d'Arn Cheyenne Johnson s'est tenu à l'automne 1981 dans le Connecticut et très vite il a attiré l'attention du pays tout entier. Il faut dire que l'affaire avait tout d'un scénario d'un film d'horreur. Un meurtre vraiment brutal, un jeune homme sans casier et surtout une défense complètement inédite aux États-Unis. Imaginez, c'est comme si demain vous voyez quelqu'un se faire tuer et que l'auteur des faits dit qu'il a été possédé par un démon, donc c'est pas sa faute. On est d'accord que c'est un petit peu particulier. Le juge, Robert Callahan, a rapidement coupé court à cette approche, donc celle de dire qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens, et de dire qu'en gros ce n'était pas de sa faute mais celle d'un démon. Pour lui, les croyances spirituelles ou paranormales n'avaient pas leur place dans une cour de justice laïque. Au tribunal, plusieurs membres de la famille ont témoigné, notamment Debbie et sa sœur Wanda qui étaient présentes lors du meurtre. Elles ont toutes deux décrit le comportement
comportements étranges d'Arn dans les jours et semaines précédentes, ses fameuses absences, ses regards vides, et ce jour-là, sa violence soudaine. Mais malgré ces éléments, et même si les jurés ont certainement été troublés par l'histoire, la justice s'est concentrée sur les faits concrets. Après plusieurs semaines d'audience, Arn a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Il a été condamné à une peine allant de 10 à 20 ans de prison. C'était un choc pour toute la famille Glatzel et surtout, ça a été perçu comme un échec aux yeux des Warren. Finalement, Arn n'a purgé que 5 ans avant d'être libéré pour bonne conduite. Ce verdict, il a mis un point final à un procès unique en son genre, mais les débats autour de la possession, de la responsabilité morale et de l'influence des Warren ont continué bien au-delà du jugement. Après la prison, donc à sa sortie, Arn est resté relativement discret en s'éloignant au maximum des médias. Il s'est par la suite marié avec Debbie et ils ont même eu 2 enfants. Même s'il est resté marqué par cet épisode de sa vie, Arn n'a jamais renié la défense liée à la possession. Pour lui, c'est plus ou moins évident, il n'aurait jamais été capable de faire du mal à qui que ce soit sans la présence d'un démon dans son corps. Aujourd'hui, Debbie et lui vivent toujours heureux ensemble. Mes amis, si cette histoire vous a plu, sachez qu'il existe beaucoup de livres sur l'affaire Arn Johnson. Donc si jamais, n'hésitez pas à chercher un petit peu sur internet, comme ça vous pouvez avoir plus de détails, plus de compléments. Si vous êtes un petit peu plus porté sur les films et les documentaires, sachez qu'il y en a plein. Par exemple, il y a le dernier Conjuring, The Devil Made Me Do It, ou alors le documentaire The Devil in Connecticut, enfin, il y en a plein. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette affaire est extrêmement connue. Voilà, mes amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. Elle est très différente d'un thread d'horreur. Parce que autant un thread d'horreur, on peut se dire, peut-être que c'est inventé, peut-être que c'est exagéré, mais là, c'est quelque chose historique. C'est quelque chose qui s'est réellement passé, on a des preuves, on a des interviews. Alors après, est-ce qu'il y avait bel et bien un démon ? Chacun ses croyances, mais en tout cas, c'est des gens qui ont réellement existé, donc c'est un petit peu différent. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de faire d'autres histoires. Pour les personnes qui nous rejoindraient sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, parce que vous allez voir plein d'enquêtes, plein d'histoires prochainement. Et j'espère qu'elles vont vous plaire. Moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Venez me rejoindre sur Instagram. Je vous poste toute ma vie, toutes des stories, etc. En attendant la nouvelle vidéo, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. À très vite. C'était Melvin. Ciao tout le monde.